Salut à tous, je vous propose ici un troisième épisode avec Lampre Abarth qui a pris la succession d'Astana. En fait, c'est donc un 13e épisode de carrière. Et on va évoquer ici trois thématiques principales qui sont le Tour des Émirats Arabes Unis, les Strade Bianche et Paris-Nice. Bon, on fera un petit détour à Kurn aussi en passant parce que ça se refuse pas. Et donc, voilà, 4 courses au programme. On avait eu le bonheur ultime pour la première course qui compte vraiment de la saison de gagner sur Omloop avec en plus une grosse performance de Ballerini qui bat Pedersen, Van Aert et Van der Poel, excusez du peu, et surtout un gros travail d'équipe, faut quand même pas se mentir. Le travail d'équipe, c'est ce qui caractérise vraiment ma carrière, c'est-à-dire que les coureurs ont vraiment vocation à bosser les uns pour les autres d'une manière assez intense. Et les héros d'un jour peuvent être réellement les équipiers de demain, et vice-versa. Et voilà, c'est un peu comme ça que je conçois le vélo, je vous l'avoue. Je trouve que on a du plaisir à se dépouiller pour un ami, pour quelqu'un qu'on aime. Et puis on est content quand en plus ces choses-là se passent aussi dans l'autre sens. L'équipe est franchement assez forte, nous l'avons bien améliorée à l'aide du mercato de l'été 2024. Et là, on arrive vraiment dans une période hyper charnière où, en approche de Giro, comme ça, il y a énormément de courses à jouer. Et j'ai disséminé mes forces quasiment en 3 équipes, voire parfois 4 équipes différentes, avec des petits doublons du coup. Et voilà, après le vrai objectif que je coche sur cette saison, c'est le Giro. Et ensuite ce sera le Tour de France. Mais en attendant, ces considérations importantes, on va rester sur quelque chose de plus léger, le Tour des Émirats Arabes Unis. C'est une course que j'ai cochée forcément, avec Ayuso qui est transfuge de l'équipe de Pogačar, UAE. Donc forcément, ça nous intéresse d'aller essayer de prêcher dans le désert. Et puis, outre cela, j'ai quand même aligné une équipe relativement faible autour de l'ami Ayuso, parce que déjà, je veux montrer un peu tout le monde. Et puis, d'autres avaient d'autres courses. Je pense à l'Algarve, je pense à Omloop et Kurn quelques jours plus tard, pour certains. Et puis, ce qu'il faut bien avouer aussi, c'est que Andalousie, bien évidemment. Voilà, je prépare une saison. En fait, le Tour UAE, c'est pas un aboutissement. Donc c'est pour ça que j'y suis allé un petit peu comme ça, les mains en haut du guidon. On aura eu peu de chance au sprint. C'est pas très grave. On n'était pas venu pour cela. On est vraiment venu pour essayer de se tester face à Tadej Pogačar. C'est vraiment le but pour moi de cette course. Alors on voit que sur l'étape 1, c'est Arnaud Delis qui bat Philipsen de très très peu. Axel Laurens, qui a été poisson pilote de Philipsen sur ce sprint, termine même 3e, tellement les 2 meilleurs écrasent la concurrence. Ensuite, donc peu d'enseignements au général, bien évidemment, il n'y a que les bonifications ici qu'on va pouvoir considérer. Et puis, deuxième étape, un peu du même tonneau. C'est un tour qui va relativement vite à jouer, parce qu'au final, vous avez des longues séquences de plats, et puis il n'y a que 2 étapes sur lesquelles, à la limite, vous avez un peu de relief, mais en fait, surtout une ascension finale, quoi. Donc, voilà, c'est comme ça, et j'ai pas cherché, vous voyez, outre mesure à peser sur le sprint. À chaque fois, en fait, j'ai mis Max Canter dans la roue d'un sprinter. Alors là, c'est Philipsen, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et puis après, essayons de voir si on se ferait pas emmener et qu'on peut franchement accélérer, mais ça voudrait dire résister à l'accélération de l'équipe du sprinter concerné, ne pas trop se consommer au niveau des barres, et surtout la barre rouge. Et puis non, c'est pas jouable en fait, parce que là, ils sont vraiment trop forts. Donc voilà, hop, Alexander Kristoff qui bat Arnaud Delis sur l'étape 2. Est-ce qu'il y aura une cassure? Tiens, je pense pas.
Je pense pas, et puis de toute façon, à la limite, ce serait pas trop grave qu'il y en ait une. Il y avait que des sprinters dans le premier groupe, hein, pour ainsi dire, ou des équipiers. Donc Arnaud Delis va conserver le maillot de leader pour le moment. Et après, on arrive quand même à quelque chose déjà qui est assez intéressant. C'est une espèce de prologue, hein, qui fait un petit peu plus de 9 km. C'est individuel, un chrono individuel, sur lequel déjà on peut essayer de voir si on existe face à Pogacar ou si on est complètement dominé. Donc à mon avis, on existe. Mais ça reste quand même à confirmer. Donc j'ai testé un petit peu, voilà, le parcours. On est sur du prologue assez classique. Donc il faut démarrer à minimum 85. Puis après, vous rajoutez le surplus que vous estimez en fonction de la consommation de la barre rouge. C'est tout bête. Donc moi, par exemple, je suis parti, vous voyez, à 86 avec Ayuso. Et puis, dès que j'ai vu que j'avais un peu de marge de barre rouge par rapport au restant à parcourir, je suis passé à 87, en surveillant tout de même qu'on ne dépasse pas, que la barre rouge, vous voyez, ne dépasse pas trop le trajet restant à parcourir. Et puis, ce n'est pas le cas. Donc, ça va, on se maintient, 86, voilà. La vérité se situe entre 86 et 87. Et si on a économisé un peu de barre, ça permet de terminer un tout petit peu plus fort, éventuellement. Donc voilà, hop, je passe à 88 pour le dernier kilomètre, et on est dans un temps qui n'est pas ridicule. On est à une dizaine de secondes de Tobias Foss. On a Marc Hirschi qui va venir faire un super temps, et quelques temps plus tard, Tadej Pogacar qui va venir là aussi faire un super temps. Donc il va nous reléguer à une dizaine de secondes de lui. Franchement, je trouve pas que ce soit très important. On a perdu 9 secondes sur Pogacar. Après, on sait que ce tour des Émirats Arabes Unis peut se jouer à quelques secondes près, hein, contrairement à d'autres tours que je vais vous montrer par la suite, comme Paris-Nice ou Tirreno-Adriatico, sur lesquels là les écarts seront quand même bien plus conséquents, hein, parce qu'il y a trop de difficultés enchaînées et d'étapes difficiles pour maintenir de si faibles écarts. Mais sur cette épreuve-là, eh bien, les écarts sont relativement faibles. Donc 9 secondes, déjà, c'est une option. C'est une option, surtout que l'étape 4 nous propose une arrivée en altitude. Elle est très intéressante. On va voir un petit peu la manière dont on peut résister. J'ai nommé quelques protecteurs. Après, ce qui est remarquable, c'est que je n'ai pas, donc Gazzoli, hein, notamment, Canter joue un rôle de protection. Je dispose de Terhara, de Mouloubran, voire de Sreling, mais on a vu qu'il n'était pas assez grimpeur l'année précédente. Donc, on va dire essentiellement, voilà, Mouloubran, Terhara et le petit Lopez, pour faire bonne mesure. Donc vous voyez le joli maillot de champion d'Érythrée de Mouloubran, au passage. Et évidemment, quand on a une équipe un peu plus faible que ce qu'on va avoir dans la suite du calendrier, hein, sur les autres courses à étapes, forcément, tu as moins de protection du leader. Il y a comme ça, voilà, une difficulté supplémentaire, quoi. Ici, voilà, hop, la attaque de Pogacar, on a guère l'opportunité de s'y opposer. Par contre, ce qu'on peut faire, parce qu'on est quand même loin de l'arrivée, c'est essayer de continuer en effort curseur pour essayer de se rapprocher, parce que Pogacar va beaucoup accélérer à un moment donné, et puis après, vous voyez, il va un peu plafonner parce que il a tout consommé. Attention à Egan Bernal, mais regardez, c'est un équipier de Bernal qui va causer la surprise sur cette étape 4. J'ai nommé Michał Kwiatkowski. Regardez bien, Kwiatkowski, c'est lui qui mène le peloton. Il est devant Pogacar actuellement, et il va peut-être l'emporter. Jack Haig, Ayuso, c'est très serré. Pogacar en cinématique de défaillance, mais nous aussi, me direz-vous. Donc l'ascension est difficile, on souffre tous. Et là, de ce petit groupe, donc à environ 500 de l'arrivée, hein, c'est Kwiatkowski qui va finalement avoir la ressource pour aller chercher la victoire. Vous voyez, quand je vous dis, enfin je l'ai souvent montré en vidéo, je pense, que parfois
un grimpeur, aussi fort soit-il, et puis alors là, il n'est pas très préparé, Pogačar, eh ben en fait, peut se faire battre au sommet par un puncher à grosse note physique. C'est exactement la définition de Kwiatkowski, coureur entre guillemets sur le déclin. Vous savez quel est mon amour pour Kwiatkowski, donc c'est absolument pas une critique. Coureur donc sur le déclin, mais qui reste physiquement assez monstrueux, qui résiste parce que les purs grimpeurs sont pas prêts, et qui finalement va avoir la ressource pour aller l'emporter. Scénario vu, revu sur PCM. Ensuite, une petite étape de transition, la 6e, où j'ai rien de nouveau à dire, c'est-à-dire qu'on est toujours dans l'optique de prendre une roue, de rester placé avec Ayuso, pas prendre une cassure bête, et puis tout simplement attendre la ligne d'arrivée pour passer à l'étape suivante. Voilà, c'est un peu mon propos ici. Si on était sur Paris-Nice, j'aurais de quoi emmener Canter, mais là j'ai pas les moyens, c'est juste pas possible. Du coup on va laisser sprinter tranquillement tout le monde. Qui va s'imposer? Regardez, peut-être Groenewegen. Oui, voilà, encore un 3e sprinter différent qui s'impose ici. Groenewegen a battu Olaf Koy, qui a en quelque sorte pris sa place chez Visma Lease a Bike, en tout cas qu'il a un peu poussé dehors, outre peut-être quelques affaires en lien avec ce fameux Tour de Pologne et l'impact sur Jakobsen, souvenez-vous, cette fameuse chute. Mais donc voilà, l'étape 5, c'était peinard. L'étape 6 ne s'annonce pas différente, a priori. On va juste voir si Philipsen, De Ligt ou Groenewegen prennent une 2e victoire, et donc une option sur le classement par points, ou si tout simplement un 4e homme va s'imposer au sprint toujours. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de surprise sur le Tour UAE. Vous avez arrivé au sprint quasi garanti pour toutes ces étapes-là. Il n'y a même pas besoin de travailler. Les équipes de sprinters s'en chargent. Et nous, on a juste à rester placés. Regardez, je prends quand même la roue de Pogačar, on ne sait jamais. Et il sprint, le bougre. Pogačar qui sprint face au tout meilleur sprinter. Ça, j'avoue, séquence légèrement ridicule. Bon, bref, c'est pas très très grave. Arnaud De Ligt a donc pris ce sprint-là. Olaf Koy fait 3e cette fois. On garde quand même souvent les 4 mêmes dans les 5 premiers, d'une étape de sprint à l'autre. Donc ce sont vraiment les 4 plus forts qui ont, voilà, 3 des 4 auront gagné. Koy n'aura pas gagné, puisqu'on le voit mal à Jebel Lafitte, on le voit mal prendre la victoire au sommet, n'est-ce pas? Et nous, par contre, là, on est en questionnement. Est-ce que la note de moyenne montagne de Pogačar, qui est à 84, va vraiment faire une grosse différence par rapport à celle de Ayuso, qui n'est qu'à 81? Et en plus, Ayuso ne bénéficie pas de bonus particulier eu égard à son statut de début de saison, où il est tout juste là, voilà, sur sa 3e course, mais ensuite, après Paris-Nice, il ira tout simplement se préparer pour le Giro, et on attendra un premier pic du côté du début du mois de mai seulement. Donc j'ai retardé le premier pic volontairement, et donc on est ici vraiment au cas où. Alors, le final de cette étape décisive, est-ce que Kwiatkowski va briller à nouveau? Est-ce que Pogačar va mettre les choses au point? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, le team UAE est assez présent à l'avant et semble déterminé à frapper un grand coup et à éliminer tout le monde. Regardez, Pogačar est entouré encore d'équipiers, et c'est aussi un UAE qui mène le peloton, au moment où nous, on est quand même déjà en souffrance. Et voilà, ici, vous avez juste un petit Visma qui essaie de se barrer, c'est Ben Tulet, mais il sera très 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 vite repris. Excellent travail de l'équipe UAE, je le redis à nouveau, et Pogačar n'a plus qu'à recueillir les fruits de ce travail-là désormais. On attend juste le moment où il va déclencher sa fameuse accélération, si difficile à suivre.
faut quand même en convenir. Vous voyez, on n'est pas ridicule, hein. On arrive à essayer de suivre le Slovène, et finalement, c'est presque au moment où on espérait quelque chose que Pogačar accélère, juste à la fin, comme ça, pour être sûr de l'emporter. On notera que les écarts sont tels que le classement général est en péril pour Kwiatkowski. On ne sait pas s'il va réussir à conserver une potentielle victoire sur Tour UAE. Regardez, voilà, avec la bonif, avec cette victoire à l'étape 7, Tadej Pogačar va clore le débat et voilà, s'imposer au général final de ce Tour des Émirats Arabes Unis. On fait 3e avec Ayuso, je pense pas qu'il y ait à rougir particulièrement, mais on n'aura jamais été invité pour ce qui est de lui poser le moindre souci. Nul doute qu'on se recroisera dans la saison. Pas de panique. Par contre, légère alerte fatigue. Donc, sûrement, petite période de repos à prévoir juste après Paris-Nice avant d'entamer les stages de préparation pour le Giro. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas jouer tout de même le Kuurne-Bruxelles-Kuurne que je vais vous montrer de suite. Non seulement parce que j'ai de bons coureurs et qui sont plutôt en bonne forme pour ce type de course. Regardez Asgreen, Ballerini, Battistella, Bettiol, Kesbol, Fedorov, Lascano même. Donc c'est quand même pas mal tout ça. Il y en a 4 sur 7 qui sont déjà sous pic de forme avant l'Estrade Bianche. Et tout simplement aussi à cause du plateau, puisque Wout van Aert est là, Mats Pedersen est là, Van der Poel est également présent. Donc ça donne envie d'être joué pour voir ce que tout ce petit monde-là peut faire dans le final. Un final peut-être pas trop soumis au vent. Il n'y a pas de vraie zone de vent répertoriée. Et puis, vous voyez, le vent n'est qu'à entre 10 et 15 km/h. Je ne pense pas que ce soit vraiment déterminant. En revanche, voilà, quel impact pour les secteurs pavés, pour l'interrogation. Et une course débridée ou pas dans le final, ça aussi, on va pouvoir le juger. Parce que est-ce que ça arrivera en peloton ? C'était vraiment ma grosse interrogation avant cette course. Est-ce que ça va arriver nombreux ou est-ce que ça va arriver en petit comité ? Tout peut arriver. On ne sait pas en fait, à l'avance. Ce qui est sûr, c'est que les échappés n'auront pas vraiment leur voix au chapitre, puisque les équipiers des principaux leaders roulent assez fort. On apercevait Affini, on a Lidl Trek qui travaille à l'avant. Voilà, il y a vraiment pas mal de gens qui sont motivés pour que ça s'explique entre les cadors. Et on va essayer, nous, de se mêler à cette lutte-là. Donc voilà, après vous accélérez, parce qu'au final, le plus intéressant, ça va être quoi ? Les 15 derniers bornes à peu près. Et c'est là qu'on va pouvoir regarder aussi la stratégie. Il y a quelques coureurs qui tentent de partir, d'autres qui essayent de contrer, et puis moi j'essaye juste de maintenir une forme de stabilité à l'avant du groupe. Il n'y a plus qu'une centaine de coureurs, vous voyez, il y en a pas mal qui ont quand même été décrochés suite aux accélérations des uns et des autres. On a un gros job ici qui est fait par Kasper Asgreen, que je sacrifie entre guillemets à cause de sa forme du jour -2. Mathieu Van Der Poel, suivi de son compatriote Del Grosso, comme son nom ne l'indique pas, tente de partir. Après, Del Grosso est pas sympa parce qu'il lui casse un peu le délire en allant comme ça lui coller à la roue. D'autres tentent de rejoindre le groupe. On n'est plus qu'à 70 coureurs à peu près. Et Bettiol va travailler maintenant pour Bol, qui lâchera l'homme en forme, Ballerini, dans la foulée pour le sprint. Allez, c'est parti. On va essayer de ne pas s'exciter. Ça a attaqué devant nous, mais c'est pas le moment. On choisit notre moment à nous. Voilà, ce moment est venu. Parti, Bol qui va lancer Ballerini. Ballerini qui est assez idéalement placé pour déborder et peut-être s'imposer dès le lendemain après sa victoire sur Omloop. Eh bien non, on est battu au sprint par Mats Pedersen,
Rien de plus logique entre nous. Par contre, on a quand même la satisfaction de battre Wout van Aert. C'est quand même très très fort. Je suis assez content. Dommage d'avoir été aussi court de pas grand chose sur ce coup-là, mais bon, ça fait partie du jeu. Et donc voilà, c'est terminé pour le mois de février. Maintenant, place au Strade Bianche. Les Strade Bianche, premier rendez-vous de cette saison pour nous, avec l'équipe que j'emmènerai ensuite sur Tirreno. Donc voilà, elle est assez italienne dans sa constitution, on a de vraies forces, et puis principalement 2 noms pour essayer de jouer un rôle aujourd'hui sur cette course. C'est Battistella évidemment et Bettiol, et attention, il y a de l'adversité. C'est-à-dire que, outre Pogačar, Schelmose ou Tish Benoît que l'on a aperçu, il y a également d'anciens vainqueurs comme Carapace, et il y a aussi un drôle de trublion qui n'est pas apparent ici. Ancien vainqueur aussi, il y a Alaphilippe qui est présent, attention à lui, tout de même. Et il y a aussi Evenepoel qui est là. Donc il y a quand même du monde. On citera également Van Hills ou d'autres en outsider. Mais honnêtement, je me méfie pas mal de monde, en vérité. Et ça va commencer assez fort, puisque dès le début, ça roule quand même. Après, un petit moment de calme. J'ai remarqué que le peloton avait tendance, comme ça, l'IA, à alterner sur des débuts de course comme ceux-là, des moments plus intenses et des moments un peu plus calmes, où elle va laisser un petit peu plus de champ à l'échappée. Échappée constituée de 9 coureurs qui disposent à ce moment-là de 5 minutes d'avance. On n'a pas vraiment d'inquiétude non plus, parce qu'on sait qu'il y a des équipes qui ont gros intérêt à rouler, comme Ineos, jamais avare de ses efforts, ou bien évidemment le team UAE, voire même la Visma, qui très clairement se montre à l'avant, elle montre les maillots. J'aime bien cet endroit-là, je trouve très très joli, cette petite remontée là avec des virages, elle est vraiment très très belle, à environ 100 km de l'arrivée. Et puis après, tout doucettement, on va demander à certains de rouler. Moi j'ai Cees Bol et Davide Ballerini qui ont comme ça mission pour aujourd'hui de peut-être tenter d'étirer le peloton sur des relances, ou bien d'assurer un tempo assez élevé sur des secteurs de gravillon, par exemple. Et donc c'est ainsi Ballerini qui s'y colle ici, parce que je voudrais qu'on réduise le groupe le plus tôt possible. Ça m'intéresse, moi, qu'on soit ensuite en surnombre et qu'on ait réussi à éliminer des équipiers des principaux rivaux. On voyait que j'utilise Alexei Lutsenko en protecteur. Pareil pour Fortunato. Ces deux-là auront un rôle beaucoup plus sympathique sur Tirreno, mais à ce stade-là, pour les Strade Bianche, aujourd'hui, ils sont pas prêts et leur saison, elle n'est pas vraiment axée sur ça. Je les relève donc tous les deux à une grosse 50aine de kilomètres de l'arrivée. Et puis ce sont les 5 autres qui vont devoir faire le boulot. On aperçoit ici Cees Bol qui a fait de beaux relais. On a Ballerini qui est prêt aussi à intervenir en cas d'attaque de favoris. Et vous voyez que l'échappée, elle a pas existé bien longtemps. Voilà, ça y est, ça a explosé. Plus qu'une trentaine d'individus dans le groupe des favoris. C'est ici que la bascule se fait. Et puis après, ça va pas arrêter d'éliminer, tant et plus des équipiers qui vont sauter les uns après les autres. Surtout qu'il va y avoir ici quelques velléités de certains pour partir, notamment ici Matthias Schelmose qui essaye de s'en aller. Je pense que c'est pas le bon moment, mais voilà, c'est une tentative comme une autre. Nous, derrière, évidemment, on oscille entre rouler et s'économiser quand on voit que l'IA met des coureurs à rouler très très fort. Ça sert à rien d'y aller également de notre part. Dernier ravitaillement du jour, c'est bon, il a abouti. C'est Velasco, maintenant il peut se relever. 3e homme économisé avant les 20 derniers kilomètres en ce jour. Bol ne va pas tarder non plus à l'être. Et il va nous rester 3 forces principales dans l'ordre d'intervention: Ballerini, Battistella et Bettiol. Donc, le moment que je vais choisir pour tenter quelque chose avec Battistella est très très proche, puisque il reste encore quelques forces à Ballerini.
Et c'est le moment d'y aller, je pense, pour tenter un petit quelque chose ici et faire réagir tout le monde. Vous voyez, on a réussi à reprendre les 2 fuyards. Et on ne se gêne pas non plus de manipuler un peu l'effort curseur. Allez, attaque de Battistella pour voir un petit peu comment ça réagit derrière. Battistella, une vraie carte, hein. Franchement, si on lui laisse 30 secondes, il est capable d'aller au bout, lui. Hein. Et mais donc on attaque. On est dans le Colle Pinsuto. Et Pogacar, vous voyez, est très très vigilant. Il y a aussi Tige Benoît qui est très très présent. Attention, Alaphilippe n'est pas très très loin. Donc je vois que ça n'a pas abouti. On va se calmer quelques secondes. On est encore à 17 km de l'arrivée. On plante une deuxième banderille avec Battistella, qui peut être la bonne, hein, si encore une fois, ça met un peu de temps à s'entendre derrière, mais c'est pas le cas. Regardez ici, c'est Carapace qui a ramené tout le monde. Ok, j'ai compris. Battistella, ça fonctionnera pas. Il va falloir tenter notre chance dans le Tolf prochain et très très important secteur de Gravillon avant l'arrivée à Sienne. Ensuite, on le sait. Hein. Donc, Bettiol va pouvoir tenter sa chance très bientôt. Regardez, je vais tenter, voilà, de démarrer ici, au début du Tolf. De toute façon, c'est un secteur très très court. Et seul Pogacar nous a suivis. Il y a une vraie différence qui a été faite. Dès lors, je cale Bettiol dans la roue de Poggi, puisque, à mon avis, c'est lui qui est capable de ne plus jamais s'arrêter jusqu'à la ligne d'arrivée. Et maintenant, il faut faire travailler l'adversité et s'occuper de surveiller Pogacar simultanément. On voit que Narvaez, Carapace, Alaphilippe et Tige Benoît font partie des poursuivants. Attention, il ne faut pas lâcher la roue de Poggi, surtout pas lâcher cette roue. C'est en train de revenir derrière, parce que Pogacar temporise, et là il accélère de nouveau sur ce... C'est une petite difficulté ici qui est avant la descente vers Sienne. Et là, on n'a pas été capable de le suivre ici. C'est très très embêtant. Il faut absolument faire l'effort pour revenir. On va essayer d'utiliser l'option rattraper coureur pour profiter peut-être de la descente et reprendre Pogacar. Vous voyez, descente ici qui s'amorce avec quelques virages. Attention, dans les virages, on ne peut pas gagner de temps, hein, globalement, face à quelqu'un. Allez, ça va, on revient. On lui colle à la roue. Et on va bientôt arriver sur la Via Santa Catarina. Et le dernier kilomètre. C'est parti. Petit virage à gauche. Ça nous reprend, mais on n'est pas trop inquiet. On sait que ça va se jouer entre les deux de devant. Pogacar, Bettiol, il faut faire l'effort maintenant. Lancer le sprint à ce moment-là. Essayez peut-être de passer au dernier virage. Ah là 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 là. On meurt de peu. Environ un vélo de différence pour Bettiol face à Pogacar, qui fera donc sera une deuxième place pour nous, assez malheureusement, je dirais. On n'a pas réussi à se taper le Slovène sur ces Strade Bianche, mais après, deuxième place, c'est pas humiliant, c'est juste que c'est un petit peu décevant, parce que j'ai l'impression que j'aurais pu lancer un tout petit peu plus tôt ce sprint, parce qu'après, avec l'enchaînement de virages, on ne peut pas réellement dépasser. Et comme ça, les positions restent figées. Troisième place pour Alaphilippe, quatrième Benoît, 5 Carapace, jolie place pour Romain Grégoire. Et puis, nous, ce qu'on constate, c'est que ça nous fait un premier échec pour nos objectifs de course, malheureusement. Et moi, je pense que j'ai raté le coche, vous voyez, très proche d'ici. Allez, on va dire, en sortie de virage, ici, il aurait fallu déjà attaquer. Je pense qu'il aurait fallu attaquer un petit peu plus tôt. Et à ce moment-là, on aurait peut-être eu une micro-chance de surprendre Tadej Pogacar. Mais en l'état, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et on devra donc vivre avec cette deuxième place. Allez, Paris-Nice maintenant. Alors pour ce Paris-Nice, j'ai préparé une équipe autour de Juan Ayuso. Toujours sans pic de forme. Hein. Par contre, il aura 1 ou 2 jours qui compteront pour sa préparation de Giro à la toute fin du Paris-Nice. Donc on n'a pas d'obligation de performance, on a juste essayé de trouver du plaisir de jeu. Et le plaisir devrait être renforcé par le profil. Alors, si les étapes 1 et 2 font écho au passé, peut-être pour certains, il faut préciser que ensuite la 3 est une étape de 2003, la 4 est une étape de 2017, la 5 une étape de 2012, la 6 à nouveau une belle étape de 2003, la 7 une étape de 2016 et la 8
une étape de 2011. Vous voyez donc là que j'ai eu le grand privilège de bénéficier de ce petit arrangement proposé par, toujours le même, c'est mathématique, c'est le même qui a dessiné le Giro que vous verrez, je l'espère, dans quelques épisodes. Voilà, donc un Paris-Nice qui, entre guillemets, n'existe pas trop, pas partout, et qui devrait promettre, a priori, pas mal de difficultés. À commencer par cette arrivée, quand même, en côte, après un secteur pavé, à Meudon, et en vérité, ce Paris-Nice, moi je vais essayer de jouer pour le général, bien sûr avec Juan Ayuso, et je pense que les adversaires principaux devraient être Primoz Roglic, Juan Almeida, peut-être Oscar Rodriguez, sait-on jamais, peut-être Shane Mose s'il tire son épingle du jeu, voilà, Carapace quand même comme valeur sûre, c'est pas facile. Toutefois, il y a tellement de difficultés qu'il faut s'entourer bien, comme je l'ai fait. Vous pouvez me dire, ouais, mais alors tu as recruté en fait des coureurs uniquement pour être équipier d'Ayuso. Non. Tout le monde aura sa chance à un moment donné. Il y a des moments où chacun sera leader. Je parle des Lascano, Asgreen. Je vous l'ai déjà montré d'ailleurs dans les courses qui précédaient. Même Fedorov aura son moment. Aranburu, bien évidemment aussi. Tout le monde aura son moment. Ça aurait pu être celui de Max Kanter ici, sur l'étape 1, mais on attendra d'avoir de la chance sur l'étape 2, puisqu'il a chuté. Kanter, il n'est pas au top dans cette étape 1, il a dû boucher un trou, mais c'est quand même relativement faisable, du moment qu'on roule très très fort. J'ai pas eu besoin de décrocher quelqu'un. Et puis, vous voyez ici, je me mets à rouler, on est environ à 13 km de l'arrivée, et je vais demander à Casper Asgreen de mener grand train avec Lascano, qui va travailler ensuite pour Aranburu, lequel aura mission de faire gagner aujourd'hui Scaroni. Pourquoi ? Simplement par la forme du jour, tout simplement. Je cherche à recaler Ayuso, vous voyez, je cherche un candidat du genre Roglic ou Evenepoel. Je cherche quelqu'un pour recaler Ayuso dans la roue d'un des favoris. Je ne trouve pas, donc allez, c'est parti. On se refuse toujours à faire pause ici, on le sait. Scaroni va s'imposer, regardez, et personne ne va pouvoir lui contester cette victoire. Et ça va même être un horrible triplé. Oui, vous ne rêvez pas. Donc voilà, toujours pareil. Moi, je suis désolé, je joue pour essayer de faire de mon mieux. Après, ça fait un triplé, tant pis, je suis pas responsable du jeu. Mais par contre, ça me déçoit. Parce que même Tom Pidcock, il devait nous battre là-dessus. Il devait y avoir un train Ineos, il devait nous battre. Skiel Mose doit nous battre. Peut-être Benoît doit nous battre aussi. Ça commence à me gonfler, je vais être franc, ce genre de scénario. Mais voilà, donc on la prend, mais on la compte pas. Pour moi, elle n'existe pas. On va plutôt essayer de se concentrer donc sur l'étape 2, qui est un sprint un petit peu plus traditionnel annoncé. Donc regardons ça. Parce que sur Paris-Nice, il faut quand même qu'il y ait de la place pour les sprinters. Faut pas rigoler, donc moi je valide le choix de notre ami qui avait sélectionné cette étape 2 là. Quitte à ne pas y briller, mais on s'en fiche en fait. L'important c'est qu'il y ait un peu de variété, puis que ça ressemble à un Paris-Nice, même s'il va être un peu plus musclé. Max Kanter est une vraie force, mais je veux l'économiser vraiment pour le final. Je vais pas du tout participer aux sprints intermédiaires, qui d'ailleurs ne permettent pas de récolter beaucoup de points, puisque c'est 3-2-1, et puis il y a déjà 2 échappés, donc en fait le pauvre Magnier, il va juste prendre 2 fois 1 point, ce qui est complètement absurde par rapport au total final qu'il faudra pour aller gagner le maillot vert sur ce Paris-Nice. Et puis voilà, on est dans le final, il y a une mini-difficulté, laquelle va être suivie d'une micro-descente, surtout d'un replat, vers l'arrivée. Donc on essaie de se positionner. La grande difficulté que j'ai rencontrée sur cette toute fin d'étape, c'est celle du positionnement. Vous voyez, j'ai jamais réussi à me frayer un passage vers l'avant de ce peloton qui roule très très fort. Jamais. Quand je dis ça, c'est très très net. Ça veut dire qu'on n'est même pas dans les 20 premières positions. C'est Mathis Louvel qui va s'imposer d'un cheveu devant Fred Wright. Et puis les Français, quand même, 3 sur 4 à l'avant, ok, sur ce coup-là. Donc, voilà, une petite étape pour donner un peu à manger à tout le monde. C'est Louvel qui a pris la plus grosse part du gâteau. Et puis là, dès l'étape 3, on va commencer à rentrer
dans du sérieux, voire très sérieux. Cela dit, vous pouvez mettre le parcours que vous voulez. Ce sont les coureurs après qui vont, entre guillemets, faire la course. Hein, c'est aussi valable dans le jeu. Et on peut nous essayer parfois de dynamiter quand on en a les moyens. Et là, je pense que je peux avoir les moyens à certains endroits de le faire. Mais on peut aussi, on va dire, jouer stratégique. Surtout peut-être, voilà, tout dépend si on vise des victoires d'étape ou si on vise le classement général. Moi, sur ce Paris-Nice, je vise clairement le classement général, quitte à l'obtenir, on va dire, avec un panache mesuré, alors que sur le Tirreno que je vous proposerai dans le prochain épisode, je vais jouer peut-être un petit peu plus sur les victoires d'étape. Donc voilà, une petite différence ici ou là. Donc dans cette étape qui arrive à Saint-Étienne, on a une grosse difficulté à la fin, voilà. Non, ça c'est la zone dans laquelle on se trouve, parce qu'en fait, en milieu d'étape, je me demande à quel moment est-ce qu'il faudrait que je, peut-être, provoque un peu l'élimination de certains équipiers. Et je demande à Lascano de rouler. Alors on est très très loin de l'arrivée, mais voilà, c'est pour voir un peu ce que ça peut donner. Lascano, il est assez libre sur ce Paris-Nice. Il a surtout un job d'équipier d'Ayuso à fournir. C'est pareil pour tous les autres, je l'ai déjà dit. On va donc temporiser parce qu'on voit qu'au final, les efforts de Lascano ont été bien relayés ensuite dans la plaine ou dans la descente par d'autres équipes. On voit que Lidl Trek est assez active. La Visma Leasebike l'est également. Voilà, il y a quand même des équipes qui ont l'air d'avoir des ambitions. Donc je ne vais pas non plus fusiller mes mecs pour essayer de rouler plus vite qu'eux. On se demande si Tom Pidcock, le champion du monde, pourra jouer un rôle dans ce final, qui est quand même un peu pour lui, entre autres. Après, tout dépend du niveau de préparation. Et puis on se rapproche assez tranquillement de la fin. J'aurais aimé pouvoir dynamiter davantage, mais ça m'aurait demandé de sacrifier certains équipiers, et j'avais pas du tout l'assurance que Ayuso soit en mesure de conclure, dans la mesure où même s'il a de très bonnes notes, il est quand même dans une mauvaise forme du jour. Ça aussi, il faut en tenir compte. Donc une forme du jour à -1, peut-être va me donner envie de prendre moins de risques en milieu ou aux 2/3 de l'étape, et peut-être davantage miser sur un contrôle des adversaires principaux. En plus, le contre-la-montre n'a pas encore eu lieu, il aura lieu à l'étape suivante, et celui-là, il déterminera peut-être beaucoup plus les positions au classement général. Tiens, attaque de Dylan Van Baarle ici. Dylan Van Baarle qui est en jambes, apparemment. Donc on va rouler assez sereinement. On va demander à Scaroni, notre maillot jaune d'un jour. En fait, non, mais c'est le deuxième jour qu'il le porte d'affilée. Mais voilà, on va lui demander de faire le job. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Et le GPM n'est qu'à 3 km encore dans cette croix de Chaubouré. Donc très très jolie difficulté. Elle a un fort pourcentage à la fin. Et donc j'espère à ce moment-là, peut-être avec Ayuso accélérer. On va voir ce qui est possible de faire. Vous avez vu, je cache Aranburu dans la roue d'Ayuso. Je me dis qu'au final, si Aranburu, qui est quand même un très très grand spécialiste de ce genre de configuration, vous avez comme ça sur une épreuve World Tour de 6, 7 ou 8 jours, une descente qui précède l'arrivée après une belle difficulté. Aranburu peut gagner ça, et donc c'est pour ça que je l'ai quand même un petit peu protégé, emmené dans la roue d'Ayuso. Au sommet, un faible écart seulement avec un groupe de poursuivants, et après on va se reconstituer, tout ça pour une 60aine de coureurs. Je tente un petit peu de partir avec Ayuso, mais il y a trop d'équipiers. C'est pas possible, on peut pas faire la diff quand il y a trop de monde comme ça, même si ici on va attaquer des forts pourcentages de descente, donc c'est peut-être quand même l'occasion d'en remettre une couche. Mais Dylan Van Baarle s'accroche, le bougre, et puis ça va effectivement fiche en l'air
mes ambitions. Ok, on aura un sprint. Très bien. On va avoir un sprint entre tous ces hommes-là. J'essaie de lancer Scaroni avec Aranburu au final, parce qu'il reste plus de barres à Scaroni. Mais il fait deuxième, notre ami Scaroni. C'est joli deuxième, hein. Belle performance. Derrière, Dylan Van Baarle, hein. Exceptionnel Dylan Van Baarle, qui avait les cannes pour sortir. C'est un truc qu'on voit souvent sur PCM. Celui qui s'impose à la fin avait essayé de sortir au préalable. En tout cas, moi, j'y assiste quand même plutôt régulièrement. Et il en a resté plus en costaud, hein. Dylan Van Baarle, on connaît le bonhomme. C'est très 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 costaud. Voilà. Après, le petit bémol, ça va être le non-décompte de temps pour ceux qui arrivent dans le deuxième groupe. C'est dommage. 5 ou 10 petites secondes auraient été plutôt méritées, je crois. Mais voilà, c'est comme ça. Je crois que c'est éventuellement lié au fait que on soit sur une course qui est de 2003, donc un variant qui a dû être fait il y a longtemps. Et moi, je connais pas les détails de tout ça, mais je suspecte que ce soit éventuellement lié. Parce que je me souviens de toute une époque où sur PCM, les écarts n'étaient pas comptabilisés, alors qu'il y avait de vraies cassures. Ok. On passe au contre-la-montre, qui est un moment central de Paris-Nice, avec un très bon spécialiste de l'exercice pour nous ouvrir la voie et nous montrer un petit peu comment il va falloir voir les choses pour Ayuso. On voit que, étant donné que ce contre-la-montre qui termine par une bosse au Mont Brouilly, là, avec de très très forts pourcentages sur le dernier kilomètre, hein, ce contre-la-montre, eh bien, ne fait que 15 km, donc il faut appliquer le tarif des prologues, à savoir 85, et après, tu essaies de consommer ta barre rouge en mettant un surplus par rapport à 85, si tu le peux. Voilà, donc Lascano en termine. Asgreen a fait un très bon temps. Lascano, j'ai pas forcé à la fin. Je me suis dit que de toute façon, il gagnerait pas, donc voilà, on va pas entamer le physique de nos coureurs alors qu'il y a 2 mois super intenses qui les attendent. Allez, on va dire au minimum 1 mois et demi, un gros mois pour Lascano. Donc c'est parti pour Ayuso. Ayuso qui, même sur le plat, doit déjà arriver à faire un très bon intermédiaire, si tout va bien. Ça me fait plaisir, je le dis au passage, d'avoir pour une fois un très bon leader. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, parce qu'il faut que je me pince pour y croire. C'est pas souvent que j'ai bénéficié de ce type de coureur très très complet pour essayer de gagner les courses par étapes. Et donc c'était un bonheur absolu de pouvoir jouer cette année avec Juan Ayuso. On a vu que l'intermédiaire n'est pas mauvais pour dire qu'on était sur la plaine, ce qui n'est quand même pas non plus sa spécialité. Puis on rentre par contre dans la partie qui doit être le point fort d'Ayuso, c'est ce final. Et donc cette ascension du Mont Brouilly, avec, vous voyez, je monte un petit peu l'effort, je suis à 87. Je me dis qu'il faut absolument faire durer la barre rouge le plus longtemps possible, et quitte à finir de la consommer au moment où on passe sur la ligne, vous voyez. C'est vraiment l'objectif ici. Ah là là, dommage. On a fait deuxième derrière Daniel Felipe Martinez. C'est pas humiliant, surtout que Almeida fait vraiment moins bien que nous, que vous allez voir Mathias Kelmoz fait moins bien également, que Carapace va faire beaucoup moins bien. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le général final. Ça veut dire qu'on a quand même pris une 40aine de secondes d'avance sur Carapace. Par contre, attention à Isaac Del Toro, qui avait un très bon intermédiaire 1, enfin intermédiaire tout court du coup, et qui termine pas très loin. Très bon chrono pour lui. Puis après, j'en termine avec ceux qui étaient à l'honneur de ce début de Paris-Nice, à savoir Alex Aranburu et bien sûr Scaroni, qui va laisser ici son maillot jaune. Il l'aura en tout cas porté dignement. Je suis assez satisfait de l'opération comptable pour Ayuso, parce qu'on va se retrouver, regardez, au classement général, exactement à 5 secondes de Daniel Felipe Martinez, avec des poursuivants immédiats
qui ne sont absolument pas aussi forts qu'Ayuso sur le terrain de la montagne, c'est-à-dire par exemple sur l'étape 7. Donc il faut absolument aborder cette étape 7 qui va être décisive, mais dans les meilleures conditions et avec le moins de retard possible. Donc voilà un peu mon objectif au moment d'aborder cette très jolie étape qui arrive à Mende. On connaît tout à fait cette dernière montée, et puis c'est la montée Laurent-Jalabert, la fameuse. Puis surtout, c'était une époque où Paris-Nice testait déjà, avant de le mettre sur le Tour de France, cette arrivée-là. Ça arrive souvent sur Paris-Nice qu'on ait le test de ce qui va être presque une étape du Tour. Alors, les Bora-Hansgrohe semblent avoir pris les choses en main. C'est logique, me direz-vous, puisqu'ils ont le maillot jaune sur les épaules de Martinez. Alors après, la question, est-ce qu'ils vont jouer pour Martinez ou pour Roglic ? À mon avis, que le meilleur gagne. Et puis nous, en fait, du coup, on s'accroche. Il n'y a pas vraiment lieu de mener le train d'une quelconque façon, à moins que ça faiblisse. On verra un petit peu. On voit que les IF sont assez présents également. Carapace doit avoir des fourmis dans les jambes, après son contre-la-montre un petit peu décevant. Et il va essayer de faire un petit rapproché au général. Regardez, c'est amusant parce qu'il y a quelques très bons coureurs, comme Van Baarle, comme Geraint Thomas, entre autres, qui traînent un peu à l'arrière. Isaac Del Toro aussi a tendance à traîner un petit peu en milieu fond de peloton. Et là, au bout d'un moment, le travail de la Bora-Hansgrohe va quand même bien payer. Donc il est quand même illusoire de penser que ça ne sert à rien de rouler, parce qu'apparemment l'IA, elle y arrive bien. D'ailleurs, j'aime cet aspect-là. Je trouve que on a globalement une IA un peu plus agressive sur les dernières courses que j'ai pu jouer. Donc ça me fait plutôt plaisir. Les courses World Tour, Je veux pas dire, là, sur la préparation du mois de février, il faut pas tirer d'enseignements, mais par contre, sur Paris-Nice, on peut avoir des enseignements. Sur Tirreno également, et regardez, sous l'impulsion des IF de Carapace, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va se confirmer. Il y a vraiment une cassure, et il ne reste plus qu'une soixantaine d'hommes à l'avant pour essayer d'aller gagner cette étape. Donc, on va essayer d'en faire partie et de s'accrocher. Donc moi, j'oscille les protections entre Fedorov-Kanter le plus longtemps possible et le plus souvent, avec par moment Aranburu, Asgreen, quand je veux reposer les deux rouleurs. Je vous parlais de gens qui traînent un petit peu à l'arrière. Isaac Del Toro en est l'expression même. Et on va arriver dans le final ici, avec la côte de Chabris qui va nous préparer ensuite à l'ascension finale. Regardez, je donne un petit coup de main ici pour essayer peut-être d'éliminer les fatigués. Et puis surtout, maintenant, on va essayer de se positionner. Il faut absolument fabriquer un petit train pour aborder cette difficulté finale dans la meilleure des conditions. Et ce que j'essaye de faire en mettant Asgreen avec un très fort effort, vous voyez, avec Ayuso ici qui suit bien dans le début de la Croix Neuve, et puis on aperçoit finalement mes deux autres, Lascano, Aranburu, Scaroni, les trois même, qui avaient un peu de retard à l'allumage. Et ça m'a un peu fait perdre quelques positions avec Ayuso. Heureusement, Scaroni va remonter Ayuso, et là, je tente ma chance, parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous fatigués. Je tente ma chance, ouais, sauf que Ayuso, il lui en reste plus beaucoup non plus. Il en peut plus. Il est pas au top. Et là, attaque de Carapace, attaque décisive, parce que si on attaque un tout petit peu avant le sommet, après on n'est plus repris dans les quelques hectomètres de descente qui restent juste après. Donc ça va être une victoire pour Richard Carapace. Ça va être une 5e place, regardez ici, pour Ayuso, juste devant Van Baarle. Ok, et c'est pas forcément une super opération. Je suis pas formidablement content de cette étape parce que j'estime que j'ai foiré mon ascension de la Croix Neuve, et je vais le détailler dans un instant, juste après avoir regardé les classements. Alors, donc, Quinn Simmons et Sjelmose ont été magnifiques.
Ils sont pas très très loin de l'emporter, s'il n'y a pas quelqu'un qui est largement au-dessus, nommé Carapace, mais ils étaient pas mal du tout. Après, Van Barle reprend le maillot jaune, et Ayuso reste deuxième. Il a dû prendre une bonif, ça a dû se jouer sur ça, parce que sinon je vois pas tellement pourquoi. Carapace effectue un énorme rapproché au général, et puis je vous disais que j'étais pas très satisfait de mon ascension de la Croix-Neuve, parce qu'en fait ici, pour moi, il y a une erreur là. Ici, il faut pas du tout attaquer maintenant. L'erreur, elle est là. Il faut pas du tout attaquer, il faut attendre un petit peu. Regardez la preuve, Carapace, il est plus bas que nous. Et là, il va surgir. Donc en fait, l'endroit idéal pour attaquer, on l'a compris, avec quelqu'un à qui il restait quand même de la barre d'énergie, hein, et notamment de la barre rouge, la barre de sprint, c'était là où Carapace a attaqué, c'est-à-dire un petit peu avant le kilomètre. Voilà, un bon enseignement pour le cas où on se retrouverait de nouveau ici même. Ou sinon, pour la montée du Mont Faron, qui sera l'arrivée, sera l'endroit où on jugera l'arrivée de l'étape 6 que je vous propose de suite. Donc c'est une étape de 2003 où à l'époque c'est vrai que Paris-Nice avait encore parfois tendance à faire étape à Toulon pour une arrivée au Mont Faron, logique. Et bon, ça fait belle lurette que ça n'est plus le cas. Malheureusement, dirais-je. Et puis, bon alors, d'accord, la montée de la Croix-Neuve n'est pas la même du tout que celle du Mont Faron, hein, mais on peut quand même avoir quelques petites similitudes, et donc j'essaie de me concentrer pour préparer cette montée finale de la meilleure des manières. Voilà, donc l'étape est partie de Aix-en-Provence, et on va rallier comme ça l'arrivée à Toulon, et après on partira plutôt dans l'arrière-pays de Nice, sur l'étape 7. Bref, très traditionnel en quelque sorte, même si on est sur des variants assemblés. Moi je trouve que l'ensemble est plutôt sympathique. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc j'ai cherché à contrôler, d'autant plus que contrôler en tout cas, contrôler la manière dont les choses se passaient, parce qu'apparemment Visma Leasebike et Education First avaient envie de mener et de consommer leurs équipiers, donc pas de problème. Nous on s'est attachés, voyez, à partir de ici, environ 25 km de l'arrivée, et donc en approche de la côte de Sainte-Anne-des-Venos. C'est le petit arrière-pays toulonnais, là, pas loin de Olioul. Donc c'est là que on a commencé à rentrer dans le jeu avec Casper Asgreen, toujours capable, Casper Asgreen, de verrez aussi à l'étape suivante, de travailler de manière très très efficace, malgré une note de montagne qui n'est certes, mais c'est pas de la montagne là de toute façon, hein, mais qui n'est pas très forte, mais après ses notes physiques ainsi que sa moyenne montagne et surtout le vallon, la note de vallon, permettent à Asgreen d'être toujours extrêmement efficace. C'était lui qui était chargé de contrôler la montée de Sainte-Anne-des-Venos, et puis ensuite, alors que Ayuso était calé dans la roue de Canter qui le protégeait, maintenant Ayuso passe dans la roue de Scaroni, et on va attaquer la côte du corps de garde. Donc ça c'est un petit col comme ça qui est derrière Toulon, et à noter que le corps de garde, c'est par là que vous passez si vous voulez escalader le Mont Côme, qui est le point culminant de la pays toulonnais, mais c'est impossible, il n'y a pas de route à double sens, on peut pas le proposer sur un variant, le Mont Côme, c'est impossible. Donc c'est dommage parce que c'est encore 100 mètres de plus que le Coudon, qu'on ne peut pas non plus proposer sur un parcours cycliste, parce que là aussi il n'y a pas de route qui va une qui descend, une qui monte, comme au Faron par exemple, et donc impossibilité d'accueillir une arrivée au sommet, bien évidemment. Et donc ici en approche de la montée du Mont Faron, il y a comme ça beaucoup d'endroits en France, hein, qui seraient géniaux à proposer en course, mais qui malheureusement par la configuration des lieux ne le permettent pas. Allez, Lascano, c'est à toi.
protégés par Asgreen, et puis on va bientôt relever ces deux-là, on va les laisser tranquillement souffler avant l'étape du lendemain. C'est dans le début du Mont Faron que vous avez les pourcentages les plus forts. Il y a des passages à un petit peu plus de 10%. Et puis après, évidemment, c'est Aranburu qui va être chargé de remonter Scaroni, lequel aura Ayuso dans sa roue. On va essayer donc de jouer de manière plus raisonnable et un peu mieux organisée qu'à l'étape précédente. Allez, c'est parti pour Scaroni qui commence à faire mal à tout le monde. Aranburu a déjà fait du mal, hein, mais Scaroni a vraiment les moyens de faire mal sur sa barre jaune, même en effort curseur. Hein, ça, c'est extrêmement douloureux, hein, pour tous ceux qui suivent. Et puis là, ça va être le moment de demander à Ayuso de partir seul pour aller chercher une victoire qui lui tend les bras et qui peut-être lui permettra enfin d'arborer la tunique jaune. Voilà, on y va. Derrière, ils ont tous buté, c'est trop difficile. Il y a Van Wilder, hein, qui s'accroche un peu. Et puis finalement, regardez, donc le Belge fera deuxième. Scaroni, même relevé entre guillemets, fera troisième. Et derrière, les accessites sont pris par les poursuivants qu'on imagine, hein, Skelmose, Carapace, Godu, etc. Tout en sachant que Van Barle, c'était pas assez difficile pour faire un écart sur Dylan Van Barle. Donc Ayuso va prendre le maillot, mais de peu. Voilà, donc que vous dire, si ce n'est que, voilà, on va regarder le classement général. Ici, on voit qu'on a maintenant 18 secondes sur Van Barle, mais surtout 28 et 29 et 30 sur Carapace, Roglic et Skelmose, 32 sur Rodriguez, voilà, qui est très intéressant avant l'étape 7. Et puis je résiste pas comme ça au plaisir de vous remontrer cette montée du Mont Faron. Donc je voudrais vous dire ceci, c'est que il n'est pas forcément acquis que je fasse éternellement des vidéos sur Pro Cycling Manager, parce que déjà j'ai pas l'impression de sauver la planète, hein, on s'en fout un peu, et puis surtout je dirais que hormis voilà, des parcours qui peuvent être excitants comme celui que je propose là sur ce Paris-Nice, encore merci à son assembleur et merci vraiment, je ne suis pas certain d'avoir de nouveaux défis à réellement m'imposer à moi-même sur ce jeu, hein. Et bon, voilà, j'espère pouvoir faire durer cette saison le plus longtemps possible. Il faudrait aller jusqu'au Tour de France si on voulait bien faire les choses, mais encore une fois, et comme je le disais un petit peu en intro, ça dépend de d'autres paramètres, et voilà, j'espère ne pas trop décevoir, et en même temps, c'est la vie, on peut pas toujours faire la même chose. Donc, au moment d'aborder l'étape 7, qui relie Nice à la Madone d'Utel, pour une jolie étape, hein, avec arrivée au sommet, sur après une ascension d'environ 15 km, hein, donc assez conséquente, et sur laquelle, par exemple, les punchers devraient normalement être en souffrance. On s'aperçoit que l'étape du jour nous propose plusieurs difficultés, et je dois quand même jeter un œil sur la composition de l'échappée. Faire attention, on a le maillot jaune, sur les épaules désormais, et donc on va avoir tendance, les autres équipes vont avoir tendance à davantage nous laisser la responsabilité de poursuivre l'échappée. Regardez, Romain Grégoire s'est glissé comme un petit coquin dans cette échappée. Il ne possède que très peu de retard au général, 1 minute 25 sur Ayuso, ce qui veut dire que dès le début de l'étape, il est déjà virtuellement nouveau maillot jaune de ce Paris-Nice. En plus, Ayuso ne dispose pas d'une très bonne forme du jour. Il est à -1, c'est normal, on joue sans pique, hein, je l'ai déjà dit. Et par là même, ça me force à cogiter et à assurer déjà le tempo du peloton. Alors on a une machine de guerre par rapport à ça, y compris sur ce type de terrain.
c'est Asgreen. Quand il s'agit de contrôler à plus de 100 km de l'arrivée, d'une étape comme celle-ci, Kasper Asgreen est capable de maintenir un écart, surtout sur ce type de pourcentage. Et vous le voyez, il aura fait un excellent boulot dans cette première vraie ascension du jour pour, au final, maintenir globalement l'écart aux alentours des 3 minutes. Donc, très grosse satisfaction pour ce premier tiers d'étape, je dirais. C'était le très très bon comportement d'Asgreen, qui est relayé dès lors qu'on est sur terrain plat ou en descente par les deux très courageux, Fedorov et Max Kanter, qui, on se demande s'ils sont venus sur Paris-Nice pour prendre du plaisir ou pour aider Ayuso. La réponse, c'est évidemment pour aider Ayuso à s'imposer au général. Donc, job d'équipier total pour ces deux-là. Et puis d'ailleurs, même pour les autres, en quelque sorte. On était vraiment ici au service de notre leader. Allez, ça reprend. Il va y avoir la côte de la Cigale. On va avoir une montée en 2 temps ici. Côte de la Cigale. Et puis après, il y a un enchaînement juste derrière. Donc, Romain Grégoire fait toujours partie de l'échappée qui se met la misère pour le GPM. Et Romain Grégoire a l'air d'être très très bien, il faut faire attention, parce que désormais c'est environ 5 minutes, un peu plus même. 5 minutes que l'échappée a comme avance sur nous, au niveau du peloton. Alors il ne faut jamais paniquer dans ces situations-là. On pourrait commencer à se dire, ouais, fais rouler Scaroni, couche tout le monde, et Warren déjà, et non. Moi, j'ai mon propre tempo. Je pense qu'il faut avoir foi en la suite de cette étape. Surtout qu'on est un peu relayé là par UAE et par Lidl Trek. Surtout Lidl Trek. Donc, pas de problème. Il est hors de question de griller nos cartes. Il reste encore beaucoup de kilomètres. Et puis surtout, c'est dans la dernière ascension que pas mal de choses peuvent se décanter. Et puis devant, ils peuvent aussi craquer. C'est dur d'aller au bout quand on est dans l'échappée matinale. Donc voilà, toujours le même principe. Après un très bel effort, pas très couronné de succès, mais très joli tout de même, de Kasper Asgreen dans la deuxième grosse ascension du jour. Ce sont Fedorov et Kanter qui assurent la descente. Puis après, il va falloir commencer à se réinventer. Proposer autre chose. J'ai demandé donc à ce moment-là à Lascano d'essayer d'y aller pour essayer de me faire un tempo satisfaisant dans la côte de Levins qui précédera l'ascension finale après une légère difficulté là encore, mais courte. Donc on ajuste un peu notre effort max pour garder position. Je le monte à 84 à ce stade-là. Il reste 30 km et je vois surtout que Lascano n'arrive pas à prendre vraiment les commandes du peloton. Alors quelque part, c'est pas mauvais signe, parce que ça veut dire que les autres roulent plus fort que ce que j'aurais voulu rouler avec Lascano. Donc on est en train de reprendre du terrain, fatalement à l'échappée, mais on vient de loin quand même, il reste 5 minutes, et ça commence à urger vis-à-vis du classement général. Romain Grégoire est en train peut-être de réaliser un énorme coup sur cette étape 7 de Paris-Nice, avec cette échappée. Voilà, donc Kanter et Fedorov vont pouvoir se reposer avant le lendemain, où on comptera à nouveau sur eux dans un gros travail de protection notamment. Et puis finalement, regardez, Lascano, je le relève. Asgreen, on est proche de la rupture. Il me reste plus grand monde, il me reste plus que Aranburu pour protéger Ayuso, alors qu'on a déjà démarré un quart de l'ascension de la Madone d'Utel. Et Almeida qui attaque, tiens, il en met une couche. Ineos, contrôle pour Rodriguez, logique. Et puis moi je décide d'y aller en curseur, c'est pas possible. Là, à mon sens, avec 6 ou 7 km restants, l'effort curseur pour Ayuso doit nous permettre d'aller, peut-être pas gagner l'étape bien sûr, mais petit 1, limiter les dégâts, et petit 2, ne pas prendre de gros éclats vis-à-vis de Roglic, de Skelmose, de Rodriguez. En tout cas, c'est ce que j'espère, et de Carapace aussi, attention.
Attention, attention, les longues ascensions pour Carapace, c'est du pain béni. Je me retrouve donc tout de même en bonne situation à 3 km de l'arrivée. Toujours le curseur 88 pour Ayuso. Il est temps de regarder ce qui se passe devant. Ouf! Romain Grégoire a commencé un peu à craquer. Eh bien, il aura mis le temps. Il a failli gagner l'étape. Et s'il gagnait l'étape, franchement, on perdait. C'est Valentin Paré-Peintre qui s'impose. Et surtout, regardez, Romain Grégoire va franchir la ligne maintenant. Et nous sommes juste derrière avec une place qui nous permet, à mon sens, de ne pas perdre de temps, ni sur Almeida, ni sur Roglic, ni sur Rodriguez, ni sur Carapace ou Schialmose. Scaroni aura bien tenu dans cette ascension. Très bonne forme du jour, ça aide. Martinez, héros d'un jour, le contre-la-montre, a craqué. Et puis on s'est enfin débarrassé de Dylan Van Baarle. Et on peut dire que la Visma Lease a Bike, il leur reste plus grand-chose pour sauver ce Paris-Nice, à part le souvenir de la belle performance de Van Baarle, mais au général, ils ne pèseront plus tellement. Regardez, général final, pas encore le cas, mais général provisoire. Vous voyez, ils ont sauté, les Visma Lease a Bike, qui sont au-delà de la 10e place. Bon, voilà. Donc, j'ai trouvé que cette étape était assez intéressante. Pourquoi ? Parce que déjà, j'avais une mauvaise forme du jour avec Ayuso. J'ai été obligé de contrôler du début à la fin avec mes équipiers. Et ça m'a obligé à utiliser les uns et les autres avec parcimonie. Et sans vouloir faire la blague, mais à bon escient, comme dirait l'autre. Et voilà qu'à l'arrivée, finalement, on est grand bénéficiaire de cette étape 7, puisque sur une situation où on était franchement pas bien, et où on était, je dirais, à court de solutions, avec en plus un leader pas dans sa bonne forme, on arrive tout de même à se donner une bouffée d'oxygène avec 30 secondes d'avance au général vis-à-vis d'à peu près tous les favoris. Donc, excellente opération. Il n'y a plus qu'à convertir tout ça sur l'étape 8, qui est une étape relativement classique autour de Nice, avec les difficultés qu'on a l'habitude d'avoir sur une dernière étape de Paris-Nice. Il faut également surveiller l'échappée du jour. Elle comporte Jorgensen. Très bien, c'est très bien d'être sorti. Franchement, il y aurait la place pour aller gagner aujourd'hui. Jorgensen, de la même manière que Alaphilippe aussi, pour aller s'imposer. Il n'y aurait pas de problème de mon côté. Je me contenterai de contrôler pour laisser gagner ce type de coureur, parce que je n'aime pas que ça arrive au sprint à 40, cette étape-là. Je déteste. Donc, ok. Je préfère encore que ce soit l'échappée qui s'impose, du moment qu'on ne perd pas de choses importantes. Ici, il y a 2 ascensions principales, c'est les 2 dernières dans cette étape-là. C'est celle de la Turbie et c'est celle du Col d'Èze. Donc, par contre, vous voyez que l'échappée, elle a déjà volé en éclats très très rapidement, puisqu'il n'y a plus que 5 hommes qui se retrouvent en tête. Donc, les autres n'étaient pas à niveau, apparemment. Je contrôle donc tranquillement, mais sans non plus m'exciter. Ça se passe très très bien. Ineos a envie de rouler, UAE également. On peut penser que c'est pour leurs leaders respectifs et pour la victoire d'étape. Parce que le général, il faut être un peu fou pour y penser encore à partir du moment où il ne se passe aucun incident de course. Et puis vous voyez, la Movistar s'y met un peu à des moments, mais c'est quand même essentiellement UAE Ineos. Je me contente donc de suivre gentiment, même si à un moment donné, ça va quand même me tenter dans la Turbie de demander à Lascano d'accélérer un petit peu pour voir un petit peu ce qui se passe. Je veux voir ce qui se produit lorsque Lascano mène grand train. Et nous, on s'accroche avec Scaroni, on reste placé avec Aranburu et avec Ayuso, bien sûr. Donc, rien à signaler de particulier. On arrive au GPM de la Turbie pour constater que le classement de la montagne, il va être remporté par le petit
Jordan Jego. Et puis à partir de là, voilà, on entame la montée du col d'Ez, plus qu'une cinquantaine de coureurs. Rien à signaler de particulier, là encore, on est dans le petit train tranquillou. Il n'y a pas d'excitation particulière sur cette étape. Après, moi, j'ai pas intérêt à mettre le feu, hein. Ça servait à rien, hein. Donc j'ai juste à empêcher que l'IA le fasse, c'est-à-dire qu'il faut surveiller Roglic, il faut surveiller Esquel Mose, il faut surveiller les gens qui pourraient éventuellement se barrer et nous mettre un écart de 30 secondes, mais ça paraît difficile parce qu'on a trop d'équipiers. On peut plus perdre à ce moment-là autant de temps. Donc voilà, on va rallier tranquillement la promenade des Anglais et on va même jouer le coup pour Aranburu. C'est parti. Allez, Scaroni qui lance dans le virage. Puis, on va sprinter. On va être un peu court, regardez. On va être un peu court. On fait une place d'honneur, 4e. Et c'est Jean Almeida qui s'impose ici. Ayuso franchit la ligne sans encombre. Les autres favoris également. Et donc, voilà une victoire pour UAE. Je ne pense pas qu'ils en aient déjà eu dans ce Paris-Nice. Donc c'est bien, ça leur sauve un peu leur Paris-Nice. Et puis, bah oui, on peut regretter tout de même que Pogačar ne soit pas venu, mais il ne sera pas non plus sur Tirreno. Hein. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais on n'aura pas de Pogačar sur Paris-Nice ni Tirreno pour cette fois-ci. Donc le général final est remporté par Ayuso, qui honnêtement remporte ici quand même une très belle victoire pour dire qu'on n'est pas dans un moment de pic de forme. On va entamer là aussi une longue plage de repos. Donc voilà, Jordan Jega qui se prend le petit maillot à pois. Je fais rapidement les autres maillots. Regardez, maillot vert pour Scaroni, qui aura été le plus régulier. Ayuso, évidemment, maillot blanc. Ça n'est pas surprenant, il faut s'habituer. Et puis, on a même pris le général par équipe. En fait, ça m'intéresse de voir combien d'argent ça signifie. 42 000 euros. Ça n'est pas grand-chose quelque part, mais ça permet aussi de faire nos emplettes si jamais il y a du matos encore à acheter. Et puis sinon, on va le dépenser sûrement sur des stages, parce qu'on va avoir pas mal de coûts de stages en vue du Giro. Voilà. Petit rappel, on n'a pas rempli l'objectif de victoire sur les Strade Bianche. Le baromètre de performance est en sous-brillance, mais il est excellent. Parce qu'on n'est pas en recherche de sponsors, tout simplement. Et du côté de la planification, qui va m'occuper au moment où j'arrête tout de suite de jouer cette étape 8, c'est de la planif pour moi qui arrive. C'est notamment de l'organisation de stages en vue du Giro. C'est aussi la question de savoir si Juan Ayuso doit bénéficier d'une semaine de repos pour lui faire tomber la fatigue ou pas. Vous avez vu que Battistella, Ballerini, Kesbol et Alberto Bettiol, eux, ils vont être occupés sur les classiques. Ils ont Milan-San Remo que je vous propose dans le prochain épisode. Objectif sponsor très important, Milan-San Remo. Et puis je vous proposerai évidemment le Tirreno qui a été animé et intéressant, comme ça peut arriver assez souvent. Mais objectif central du prochain épisode, gagner Milan-San Remo, et si possible de jolies manières. Voilà. À plus. Bye bye.